Donc pour récupérer le logiciel que nous allons utiliser, Blender, nous allons sur le site blender.org et là nous pouvons télécharger la version de Blender. Donc vous avez le gros bouton ici, Download Blender, donc on va cliquer là-dessus et vous retrouvez ce même bouton Download Blender. Alors je vais vous demander de ne pas télécharger cette version-là, mais d'aller chercher une version portable. Donc quand vous allez dans le gris ici, donc qui concerne ceux qui sont sur Linux ou sur macOS, mais en fait ça concerne aussi ceux qui sont sur Windows, vous pouvez récupérer une version portable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un logiciel qui ne doit pas s'installer dans le système, que vous pouvez utiliser directement comme ça, une fois que vous l'avez téléchargé. Donc le problème, c'est que vous n'avez pas toujours les droits d'administration pour installer des logiciels, notamment à l'école, vous n'avez pas ces droits-là. Et donc, si vous n'êtes pas sur votre ordinateur à vous, eh bien, la version portable est tout à fait utilisable sans aucun problème. Si vous êtes sur votre ordinateur à vous, la version portable est tout à fait utilisable aussi et fonctionne très très bien. Elle fonctionne exactement de la même manière que la version, on va dire, normale, installable dans votre système. Alors pour ceux qui sont sur macOS, donc vous avez la version Mac, bah oui, on peut aussi faire de la 3D sur un Mac, même si c'est un peu plus difficile. Donc vous pouvez récupérer cette version ici. Donc là, ce sera d'office un logiciel portable. Si vous allez directement par Safari sur le site, eh bien, vous allez avoir directement la possibilité de downloader. Je vous montrerai après dans une petite vidéo comment ça se passe. Donc, vous téléchargez la version portable ici. Ce sera un fichier compressé. Vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel. Vous devez le décompresser pour pouvoir l'utiliser. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez là où vous l'avez sauvé, vraisemblablement dans votre dossier téléchargement, et vous allez double-cliquer sur ce fichier. Donc ok. Ce qui se passe, c'est que vous avez un dossier qui s'ouvre ici, mais vous avez ici cette petite case en rose, donc extraire. Ça veut dire que ce fichier est compressé. Vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel, vous devez le décompresser. Et ça se fait très facilement, vous le glissez simplement sur votre bureau. Donc vous allez prendre ce dossier, le glisser sur le bureau et attendre gentiment qu'il soit décompressé. Bon, moi ça va assez vite parce que je suis sur un disque rapide. Si vous avez un disque un peu plus lent, ben, ça mettra juste le temps nécessaire pour décompresser. C'est pas très très long, il faut être un peu patient. Donc une fois qu'il est décompressé, vous pouvez alors utiliser le logiciel en lançant le blender.exe. Donc là je parle pour les PC, on verra après pour les Mac. De manière à avoir plus facile, vous pouvez créer un raccourci clavier. Donc vous pouvez mettre ce dossier n'importe où. Vous pouvez le mettre sur une clé USB, vous pouvez le mettre sur un disque dur externe. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Par contre, le raccourci clavier, bah, effectivement, vous pourrez le lancer si vous le mettez à côté de votre dossier sur votre disque dur. Vous pourrez toujours le lancer par là. Mais suivant la machine, quand vous allez brancher votre disque ou votre clé, peut-être que la lettre de votre lecteur ne sera pas la même. Et donc là, voilà, il faudra peut-être refaire l'opération. Donc, le principe, c'est simplement de cliquer droit sur Blender Exe et de glisser aussi sur le bureau. Et là, vous allez avoir la possibilité de créer un raccourci. C'est ce qui va vous permettre de ne pas devoir chaque fois ouvrir le dossier, aller chercher le Blender Exe et double-cliquer. Vous cliquez juste ici et c'est bon. Donc ça, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est nickel. Si vous êtes sur l'ordinateur de l'école et que ce n'est pas mis en place parce que voilà, ce n'est pas sauvé sur votre bureau, ben, il faudra refaire cette opération à chaque fois. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez alors ouvrir le logiciel simplement en double-cliquant sur l'icône. Donc le logiciel s'ouvrira et vous aurez un splash screen. Alors moi ici j'ai des fichiers récents parce que j'ai déjà travaillé avec. Ce que vous aurez, vous vraisemblablement, c'est une fenêtre qui vous dira ah, est-ce que vous voulez utiliser le clic gauche. Vous laissez tout ça par défaut. Et vous pouvez cliquer n'importe où pour faire partir ce splash screen. Si vous voulez revoir ce merveilleux renard, il suffit d'aller dans l'icône qui se trouve ici au-dessus, cliquer splash screen et vous pourrez le revoir à volonté. Donc voilà, on fera un petit tour après de l'interface, mais grosso modo, vous avez
maintenant pu installer le logiciel tout facilement, simplement en le téléchargeant et en le décompressant. C'est très important. Si vous ne décompressez pas, vous ne pourrez pas lancer le logiciel. Donc si vous êtes sur Mac, sur OS X, donc ici je suis sur une virtualisation d'un système High Sierra. High Sierra, c'est quand même un petit peu le minimum pour que ça fonctionne pas trop mal. Après, ça fonctionnerait sans doute sur d'autres systèmes aussi, mais il vous faut idéalement une certaine accélération graphique, donc que vous ayez soit une accélération par le processeur, si c'est un processeur Intel, ou que vous ayez quelque part une certaine forme d'accélération 3D malgré tout. Enfin, donc voilà, vous pouvez avoir, si vous êtes sur un MacBook Air, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ça, je ne sais pas. Bon, bref, donc, maintenant, une fois que vous êtes sur le site, vous avez quelque chose de sans doute plus agréable que ce que je vois là, mais vous avez la possibilité de downloader Blender. Donc, c'est comme ce qu'on a vu précédemment. Vous downloadez, vous pouvez prendre cette version ou la version qui se trouve ici dans la case noire. Ce sera pareil parce que sur Mac, c'est d'office une version qui est, on va dire, portable. Donc, vous pouvez downloader Blender 2.9. Il va gentiment le télécharger dans votre dossier téléchargement. Donc quand vous aurez téléchargé, encore une fois, il est compressé. Donc vous allez ouvrir le dossier. Il va le décompresser. Et vous avez maintenant la possibilité, si vous avez des droits d'administration, c'est votre machine, c'est votre Mac à vous, et bien vous pouvez glisser simplement le dossier ici Blender avec son icône dans le dossier application et il sera installé, on n'en parle plus. Si vous êtes à l'école ou si vous êtes sur un ordinateur qui ne vous appartient pas, pour lequel vous n'avez pas de droits d'administration, vous prenez cette icône et vous la glissez sur le bureau. Et ça marche tout aussi bien. Donc il va l'installer sur le bureau et vous suffira ensuite de double-cliquer cette icône Blender pour lancer le programme. Rien de plus. Bon, je ne peux pas vous le montrer ici puisque c'est une virtualisation et que je n'ai pas d'accélération 3D, donc le logiciel ne se lancera pas. Mais si vous êtes sur un Mac normal, eh bien vous allez pouvoir cliquer juste sur cette icône et voilà, le logiciel se lancera exactement comme ce qu'on a vu précédemment pour les PC. Voyons l'interface du logiciel. Nous avons une première fenêtre qui est notre espace 3D. C'est un peu comme un studio de cinéma virtuel. On a une caméra qui filme des objets ou des personnages et ces différents objets sont éclairés par des lumières. Alors, comme un studio de cinéma mais sans avoir de mur, de sol ou quoi que ce soit, cet espace est vide. Il nous faut tout construire, y compris nos acteurs d'ailleurs. Ou alors on peut aller les chercher sur Internet dans des banques, des objets tout faits, etc. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais disons qu'initialement, ce qu'on fait en 3D, c'est construire tout ce dont on a besoin pour pouvoir finalement les utiliser dans le projet dans lequel on se lance. Ok, donc on a cette fenêtre, cet espace virtuel. Pour voyager dans cet espace virtuel, on peut cliquer milieu avec la souris et pivoter autour de l'objet sélectionné. Si vous n'avez pas de clic milieu, vous pouvez faire la même chose en plaçant votre souris. Mais encore une fois, je vous invite à quand même avoir une souris 3 boutons. Bref, vous pouvez vous placer ici sur le côté et commencer à pivoter votre vue en cliquant gauche, simplement en déplaçant votre souris. Vous pouvez aussi, avec la roulette de la souris, vous rapprocher ou vous éloigner. Ça correspond à la loupe qui se trouve ici. Donc si je clique sur la loupe, je m'éloigne, je me rapproche. Si je prends la petite main, ça correspond au majuscule clic milieu, c'est-à-dire je me déplace de gauche à droite. La main, c'est pareil, je me déplace de gauche à droite. Enfin non, je déplace ma vue de gauche à droite. Et je peux aussi rentrer dans la caméra, regarder à travers l'œilleton de la caméra ou en sortir. La quatrième option ici vous permet de passer d'une vue perspective. Vous voyez ici, c'est une vue perspective. On a un effet de perspective, des fuyantes, parce que notre objet, comme dans la vraie vie, il se trouve dans un espace qui imite la réalité, et donc dans la réalité, on a une vue en perspective. Ce qui est loin paraît plus petit que ce qui est proche. Mais on peut aussi passer dans une autre vue qui n'existe pas dans la réalité, qui est la vue orthographique. Ça rappelle un peu la vue isométrique de certains jeux.
Mais donc en gros l'idée c'est que ici il n'y a pas du tout d'effet de perspective. Un objet qui est placé tout près ou très loin aura exactement la même taille, donnera l'impression et aura très certainement la même taille. Donc si ici je reviens en perspective, c'est ce qui correspond le plus proche à la vision humaine. Donc on a vu qu'on avait une caméra, une lampe et un objet. Et ce sont les trois éléments qu'on retrouve dans cette fenêtre qui est l'outliner. Et donc qui est une fenêtre qui me permet de visualiser les différents éléments qui sont dans ma scène. Alors quand j'en ai trois comme ici, c'est pas bien grave, je n'ai pas vraiment besoin de cette fenêtre. Mais quand j'ai 200 ou 300 objets dans ma scène, ça peut être très intéressant de pouvoir les organiser en collection. C'est un peu comme des calques, comme des boîtes dans lesquelles je range les différents éléments. Et donc ça me permet de plus facilement organiser ma scène de manière à retrouver plus facilement les différents éléments. Je peux chaque fois changer les noms, je double-clique sur le nom et je peux renommer les différents éléments. En dessous, j'ai une fenêtre de propriété. Fenêtre de propriété, ça veut dire que ici, je vais pouvoir changer certains paramètres. Dans ce cas-ci, on voit par rapport à, par exemple, cet objet, je peux changer sa position, sa rotation ou sa taille. Scale, là, c'est sa taille. Et je peux changer d'autres paramètres, on verra tout ça en fonction. On ne va pas forcément utiliser tous ces paramètres tout le temps. Donc il y a beaucoup de paramètres à différents endroits, mais on n'en utilise toujours que certains. Et à force de travailler avec ces différents éléments, on finit par savoir où ils sont. Donc c'est une question d'habitude. Au début, on est très vite perdu dans la 3D parce qu'il y a beaucoup de menus, beaucoup d'options à droite ou à gauche. Mais c'est vrai pour la plupart des logiciels. Après, comme on utilise tout le temps les mêmes fonctions, eh bien, c'est assez facile finalement. Alors, on a des propriétés qui nous permettent de modifier l'objet, donc c'est les modifieurs, on a des propriétés de dynamique, on a des propriétés de texture, enfin différentes propriétés qui correspondent en fait à soit à l'objet, soit à la scène, comme par exemple à quel est le moteur de rendu qu'on va utiliser. Le moteur de rendu, c'est ce qui permet d'avoir une image qui sort de notre logiciel 3D. Dans notre cas, on va essentiellement utiliser Eevee, qui est un moteur rapide et qui nous permet de faire des choses dans les temps impartis, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et la 3D, ça prend énormément de temps pour faire des choses. On les fait bien, mais ça prend beaucoup de temps. Ok, donc on a aussi ici une timeline. Alors si je me place sur la séparation entre deux fenêtres, je peux changer la disposition de ces fenêtres, la largeur des fenêtres interactivement. Donc cette timeline, en fait, me permet de me déplacer dans le temps. Donc par défaut c'est en images, 250 images représentent 10 secondes, puisque la plupart du temps je vais être en 25 images par seconde. Donc c'est un rythme qu'on utilise dans l'animation, dans la vidéo, etc. Et donc on va pouvoir placer des événements qui se passent dans le temps et donc grâce à cela créer de l'animation. On verra ça aussi en temps voulu. Tout en dessous, on a en fait une série d'informations, genre, ah ben voilà, si je clique gauche, je peux faire un box select, donc c'est ça, je clique, je trace une sélection. Si je clique milieu, je peux panner ma vue, et si je clique droit, je peux en fait amener un menu contextuel dans lequel il y a différentes options par rapport à l'objet sur lequel j'ai cliqué. Et ici en dessous, j'ai des informations dont on a déjà parlé qui donnent des indications sur les éléments qui sont dans ma scène, la RAM que j'utilise, etc., etc. Des outils sur le côté qui me permettent de décider comment ce que je vais faire avec cet objet, si je vais le déplacer, lui donner une rotation, changer sa taille ou autre, différentes choses qui sont possibles. Donc ça, c'est grosso modo l'interface du logiciel. Il y a encore les tabulations ici qui m'amènent vers différents workspaces. Donc chaque fois, j'ai l'impression que tout change, que mon interface n'est plus du tout la même. C'est parce que la nature des fenêtres change et leur disposition aussi. Donc ce sont des presets qui permettent de facilement s'équiper de fenêtres en fonction de ce qu'on cherche à faire. Ah, je vais faire de la texture, et bien je vais dans l'onglet ici Shading et j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un matériau ou de la texture sur mon objet. Si je veux faire du sculpting et commencer à sculpter mon objet, eh bien je vais dans Sculpting et j'aurai tous les outils qui sont à ma disposition et ma fenêtre est disposée de manière optimale pour faire ce travail.
Donc là, on a fait un peu le tour de toute l'interface. On verra après comment on va pouvoir gérer les différents éléments et qu'est-ce qu'on trouve dans ce monde de la 3D. Avant de commencer les exercices, nous allons faire un premier petit travail qui va nous servir pour tous les exercices. Donc ce qu'on fait là maintenant ne compte pas dans les 3 exercices que vous avez à faire au minimum. C'est quelque chose de préparatoire. Donc ce qu'on va faire, c'est créer en fait un fichier dans lequel vous aurez votre nom, votre classe, nom, prénom, classe, exercice, qui sera accroché à la caméra, de manière à ce que dans tous vos exercices, je puisse voir à l'image votre nom, votre prénom, etc. De manière à ce que je sache qui a fait quoi à l'image. Ce sera aussi important de sauver correctement vos fichiers en respectant la même nomenclature. Donc c'est le nom qu'on donne à un fichier, une nomenclature, en respectant la même nomenclature de manière à ce que je sache, encore une fois, qui a fait quoi. Donc pour faire ceci, je n'ai pas besoin du cube, je n'ai pas besoin de la lampe, donc je vais les sélectionner et les déliter. J'appuie sur X, X comme Xavier, et je delete. Voilà, il y a d'autres façons de faire, mais on prend celle-là. Je vais aussi replacer ma caméra juste ici au centre et l'orienter pour qu'elle soit à l'horizontale sur mon univers ici 3D, sur le sol de mon univers 3D. Donc pour ça, j'ai besoin de savoir où elle est, j'ai besoin de ses coordonnées, un peu comme ses coordonnées GPS, et je les ai en fait dans un menu qui pour le moment est caché. Le menu, il est ici, à côté de la boule de rotation, il est caché derrière la petite flèche blanche qui est là. Si je clique sur cette flèche, le menu va apparaître, mais il y a aussi un raccourci clavier, c'est la touche N, N comme numéro. Donc N, et là j'ai en fait l'ensemble des données de position, de rotation, de taille de mon objet. Donc ma caméra, elle a une taille de 1, elle est orientée à 63 degrés sur l'axe des X, 46 sur l'axe des Z, elle est positionnée là-bas, et je veux remettre tout ça à 0. Donc ce que je vais faire, c'est faire un clic droit, Reset All Default Value, donc là, elle est remise à 0, et pareil en rotation, Reset All Default Value, et par défaut, elle est à la verticale. Moi je veux qu'elle soit à l'horizontale. Ça veut dire que sur l'axe des X, l'axe rouge, elle sera à 90 degrés. Donc je vais la mettre à 90 degrés. Voilà. Comme ça, elle est à l'horizontale. Donc, parfait. Là, je clique milieu pour pivoter autour de ma scène, mais je pourrais aussi venir à la boule. Ça revient au même. Ok, donc, l'idée, c'est que je vais ajouter un objet texte. Donc, c'est un objet bien à part qui s'appelle un texte. Donc, dans Add, j'ai texte. Et quand je clique sur cet objet, automatiquement, il me crée un objet avec un point de pivot qui est au centre de mon monde. Alors, il est au centre de mon monde parce que cette espèce de petit artefact ici avec on dirait une bouée blanche et noire, blanche et rouge, pardon. Eh bien, si elle était ailleurs, ben, mon texte apparaîtrait là où est cette petite bouée. En fait, pour le moment, l'idée, c'est qu'on va voir pour ne pas toucher ça. On va laisser ça où ça est bien. C'est plus facile de créer toujours les objets au centre du monde. Donc, ça a créé mon objet à cet endroit-là. C'est très bien. Donc, l'idée, c'est que maintenant, je vais l'éditer. Éditer, c'est Edit Mode. Rappelons-nous, Edit Mode, c'est tabulation pour rentrer en Edit Mode. Et quand je rentre dans Edit Mode sur un objet texte, eh bien on voit que je suis comme dans un logiciel d'édition de texte, hein, comme dans Word ou quoi. J'ai une petite barre qui m'indique là où je suis et là où je peux commencer à taper. Hein, voilà, dès que je tape sur le clavier. Et quand je fais retour en arrière, eh bien j'efface le texte. C'est exactement la même chose que quand je tape sur le clavier. Et donc ici, je vais taper nom. Alors bien sûr, vous n'avez pas tapé nom, vous allez taper votre nom. Vous allez écrire votre nom en majuscule. Underscore, donc c'est souligné. Votre prénom avec la première lettre en majuscule. Alors, oubliez les accents, parce qu'en 3D, on n'utilise jamais les accents. C'est assez problématique avec certains systèmes. Enfin, Windows, ça va encore, mais par défaut, on n'utilise jamais les accents. Si vous êtes sur Mac, ça pourrait aller aussi, mais n'empêche. Et en général, on ne met pas non plus d'espace. C'est pour ça qu'on utilise le underscore. Donc, je vais mettre underscore, la classe. Encore une fois, vous n'écrivez pas classe, mais votre classe. Un TGA, TGB, machin, un 3EM, enfin, suivant l'école dans laquelle vous êtes.
Vous allez ajouter à la fin le numéro de l'exercice. Dans ce cas-ci, ce sera l'exercice qui n'existe pas, l'exercice 00, puisque ce n'est pas vraiment un exercice. Donc après, on changera, on éditera à chaque fois, en fonction des exercices, on éditera ce texte. Donc l'idée, c'est que, bon voilà, j'ai un texte, c'est super, j'aime pas la fonte, je vais changer la fonte, donc la police de caractère, et je vais lui donner un peu d'épaisseur, parce qu'on est en 3D, donc autant lui donner un peu d'épaisseur. Donc pour ça, je vais revenir en mode objet. Tabulation pour revenir en mode objet. Je vais dans ses propriétés, donc c'est un texte, donc là je vois, il y a la même icône, le A minuscule, voilà, j'ai ses propriétés. J'ai la géométrie, c'est là que je peux donner une extrusion, donc une épaisseur à ce texte. Donc si je clique un petit peu ici sur la flèche, on voit, voilà, à chaque fois que je clique, ça augmente un petit peu. Je peux faire aussi un clic gauche sur la case et faire varier la hauteur. Bon, la hauteur, vous mettez ce que vous voulez, mais pas trop parce que ça ne sert à rien, et pas trop peu parce qu'il faut quand même qu'on voit qu'il y ait une certaine hauteur. Vous allez changer la fonte de ce texte en allant dans l'onglet fonte, en prenant Regular, les autres on s'en fout, en général on change Regular, et dès que je vais cliquer sur ce dossier, automatiquement je vais me retrouver dans mon dossier de police de mon système, que ce soit sur Mac, sur PC, enfin je vais me retrouver au bon endroit. Donc j'arrive ici et hop, je suis dans le dossier des fontes. Je vois pas trop bien à quoi ces fontes ressemblent, donc je peux aller activer l'option Thumbnail. Donc dans cette icône qui se trouve ici à côté de la case de recherche, je peux choisir la troisième option, Thumbnail, et ça va me donner des previews des différentes fontes. Alors ne prenez pas des trucs trop fancy, ne prenez pas, parce que c'est chiant, regardez, des fontes avec serif. Serif, c'est quand vous avez les petites barres ici en dessous, etc. Ça c'est avec serif, ça c'est sans serif, avec serif, sans serif. Et donc l'idée c'est de prendre une fonte qui soit, vous pouvez prendre Arial Black, ça passe toujours bien, enfin c'est un peu fort classique. Ne prenez pas des choses comme ça qui sont illisibles, ça peut être dangereux aussi au niveau de la lecture. Il faut que ce soit lisible, donc je vais prendre quelque chose comme par exemple, alors je vais prendre celui-là par exemple, ici, voilà. Non, celui-là ça n'ira pas, je sais que ça n'ira pas parce que j'ai déjà utilisé et ça va poser des problèmes. Donc prenons un Calibri. Un Calibri, c'est pas mal. Voilà, un Calibri où vous pouvez aller chercher quelque chose d'un peu différent. Ouais, là c'est entre sérif et sans sérif. Prenons déjà vu. Tiens, voilà, déjà vu 100. Bon, si vous n'avez pas cette fonte là, c'est pas grave. Prenez une fonte qui soit un peu dans le même genre. Ok, donc voilà. J'ai changé la fonte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est casser un petit peu les coins trop nets ici. On a déjà vu qu'on n'aime pas ça en général en 3D. C'est trop parfait. Donc dans ce cas-ci, plutôt que de faire de la subdivision de surface, etc., que je ne peux pas faire avec l'objet texte, je vais ajouter un bevel. Donc ça, c'est dans la géométrie. J'ai bevel et je vais lui donner une petite épaisseur. Alors, je vais tout de suite regarder s'il n'y a pas d'artefact. Suivant la fonte que vous avez choisie, vous risquez d'avoir des fois des polygones qui s'en vont comme ça un peu dans tous les sens. Donc, quand vous faites le bevel, parce que en fait, certaines fontes ne gèrent pas bien ce bevel. Alors, la résolution, je vais peut-être la descendre à 2. Donc, ça définit le nombre de divisions qu'il y a dans la cassure qui se trouve ici en bord de la lettre. 2, c'est suffisant. Donc, on a notre objet. Il est très très grand. L'idée, c'est qu'il doit rentrer dans le cadre de la caméra qui est là. Donc, on va aussi le redresser pour qu'il soit en vertical. Là, pour le moment, il est à l'horizontale. Donc, je dois lui donner une rotation sur l'axe des X de 90 degrés. Rotation, c'est R. X, l'axe des X. 90, c'est la valeur. Donc, je tape R, X, 90. Enter pour valider ce que je viens de faire. Et voilà, c'est fait. Donc mon objet a une rotation de 90 degrés sur l'axe des X.
Donc maintenant, je change sa taille. Alors je peux changer numériquement ici en sélectionnant les trois cases et en changeant ou en tapant des chiffres. Mais je vais le faire de manière interactive. Donc pour ça, je vais placer ma souris un peu éloignée de l'objet et je vais taper sur S. S comme scale. Scale, ça commence par un S. Donc S. Et on voit tout de suite qu'il y a une ligne en pointillé qui a été tracée entre mon objet et le curseur de ma souris. Donc si je l'avais mis trop près, eh bien j'aurais une toute petite barre et j'aurais plus difficile de faire un changement de taille de manière facile et précise. Avec une ligne plus longue, eh bien c'est plus facile de faire un changement de taille en bougeant la souris. Donc je vais descendre la taille, qui soit très petite, parce que l'idée c'est qu'il faut que ça rentre dans la caméra. Ensuite je vais déplacer pour que ce soit devant ma caméra, voilà, ici quelque part. Et pour voir un petit peu ce que je fais, eh bien, je vais regarder à travers l'œilleton de ma caméra. Donc pour ça, avec ma souris dans ma vue 3D, je vais cliquer 0. Et donc là, je vois, je suis dans l'œilleton de ma caméra. Si je prends ma roulette de ma souris, je peux agrandir la vue de ce que voit ma caméra. Donc comme ça, j'ai, on va dire, une vue un peu plus précise. Donc pour ne pas travailler en timbre-poste sur un tout petit écran, donc là je peux voir un peu plus précisément ce que voit ma caméra. Donc je vais pouvoir déplacer cet objet, donc il a une bonne taille. S'il est trop grand, je change encore sa taille, S comme tout à l'heure, en plaçant ma souris pas trop près. Je change la taille et je vais placer cet objet ici quelque part dans le coin supérieur droit, parce que c'est le meilleur endroit pour placer le nom de manière à ce qu'il ne soit pas trop gênant par rapport à ce que j'essaie de montrer dans ma scène. On met rarement des choses importantes à cet endroit-là. Ok, donc je vais avoir mon objet qui est bien placé par rapport à ma caméra, mais il faut qu'il soit accroché à la caméra. Il faut qu'il devienne enfant de la caméra, pour que la caméra l'emmène tout le temps avec elle. Donc pour ça, il faut que je sorte de la caméra. Je vais cliquer milieu, et automatiquement, on voit que je suis sorti de ma vue œilleton de caméra, clic milieu pour pivoter, la roulette pour voir un peu mieux où j'en suis. Donc je suis sorti de ma caméra, je vois un peu plus où en est la scène. Donc l'idée c'est que je dois accrocher cet objet à ma caméra. J'ai l'objet qui est sélectionné, je maintiens le majuscule enfoncé et je clique sur la caméra. Donc ça veut dire que maintenant j'ai deux objets sélectionnés. D'abord mon objet texte et puis ma caméra. Il faut que ce soit dans cet ordre-là, parce que l'objet qui a d'abord été sélectionné va devenir enfant de l'objet qui a été sélectionné en dernier lieu. Donc si j'avais fait 4-5 objets, et que j'avais sélectionné au fur et à mesure chaque objet en maintenant le majuscule enfoncé, le dernier objet sélectionné devient le parent de tous les autres. Donc l'idée c'est qu'une fois que j'ai fait ça, je dois créer ce parentage. Pour créer ce parentage, parent, ça commence par P, donc il y a P qui est appliqué dans l'histoire, et le raccourci c'est CTRL P. Donc avec ma souris dans la vue 3D, je clique CTRL P, et je vais choisir comme option objet. Alors je peux faire objet équipe, transform, without, inverse, etc. Enfin, tout ça sont des options, mais objet suffira dans le cas qui nous occupe. Et à partir de ce moment-là, j'ai le nom qui est accroché à la caméra. Donc maintenant, dès que je bouge cette caméra, ça emporte le nom avec. Voilà qui est parfait. Dernière petite chose qu'on doit faire de manière à ce que tout se passe bien. Un objet, une fois qu'il est créé, bon, ici on le voit dans ma vue 3D sans problème. Si je le calcule, on devrait le voir aussi. Donc si je me mets dans ma caméra et que je me mets en mode rendu, ouais, on le voit, il est là. Il est un peu en gris parce que pour le moment je n'ai mis aucun éclairage particulier. Mais dans l'absolu, c'est toujours bien de lui donner un matériau bien précis. Donc ce qu'on va faire avec l'objet sélectionné, on va aller dans ses propriétés matériaux. Et ici, on va cliquer sur New. Et donc là, maintenant, il aura un matériau. Par défaut, il a un matériau qui s'appelle Principal BSDF. C'est très bien. On va lui laisser ça. Maintenant, on est sûr que l'objet a un matériau bien à lui, qu'on pourra éventuellement changer si on veut plus tard. On verra comment ça se passe. Donc, une fois qu'on a ça, on va sauver cette scène.
et on va la sauver en lui donnant un nom bien précis. C'est le type de nom que vous allez utiliser pour toutes vos scènes, pour tous vos dossiers, pour tous les documents que vous allez me rentrer qui concernent vos exercices. Donc je vais sauver comme, donc save as, dans un dossier que je mettrai quelque part sur mon bureau. Voilà, je vais créer un nouveau dossier. Alors je vais revenir parce que ce sera plus facile en vertical list. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler, on va l'appeler correctement, c'est-à-dire nom, donc votre nom, hein, c'est exactement comme on vient de faire pour la caméra. Votre nom, underscore, votre prénom, votre classe et exercice 00 dans ce cas-ci. Alors pourquoi est-ce que je vous demande tout ça? Parce que vous allez me rentrer vos travaux, vous serez beaucoup à me rentrer vos travaux. Si moi je ne sais pas qui m'a rentré quoi, je ne m'y retrouve pas. Donc si vous n'utilisez pas ce nom-là, si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, je ne regarde pas vos travaux, vous avez raté d'office. C'est pas plus difficile que ça, parce que je ne vais pas perdre mon temps à chercher qui a fait quoi. Donc je vous demande d'utiliser ce nom-là pour tous vos fichiers, vous allez le faire, ou vous allez recommencer ce cours l'année prochaine. C'est comme vous voulez. Vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous voulez, mais il y a un prix à payer. Donc, dans ce dossier, on va utiliser exactement la même chose. Nom, prénom, classe, exercice 00. Et .blend, c'est le fichier de sauvegarde de Blender. Save as, et voilà qui est fait. Et on verra plus tard comment on peut utiliser cette scène dans d'autres exercices.